Bon matin sur France 3 Bretagne, je suis ravie de vous retrouver pour votre émission Ensemble c'est mieux. Ce 19 novembre, partout en France, s'ouvre la 5e édition du Duo D. Le principe est de former un duo dans une entreprise ou une association entre une personne en situation de handicap et un professionnel valide pour dépasser les préjugés. On profite de cette journée pour aborder l'emploi des personnes handicapées. Ce sera notre dossier du jour. Et justement, on part retrouver Evan. Salut Evan, tu suis ce matin des salariés qui travaillent dans une entreprise adaptée. Exactement, bonjour Anne Fanté et bonjour à vous à la maison. C'est depuis les toits de Rennes que je vous parle ce matin dans les locaux de l'entreprise Hello Work, une entreprise qui travaille sur le secteur de l'informatique, de l'internet et du recrutement, qui fait appel à Servicea, qui est une autre entreprise rennaise, qui elle propose des prestations de propreté assurées par des personnes en situation de handicap. On va passer la matinée à boire notre petit café tous ensemble. D'ailleurs, entre nous, on ne vous a pas attendu pour commencer à boire notre café. Bonjour à tous les deux, Safa et Jérôme. Bonjour. Alors, hop, je m'installe au milieu. Voilà, moi je suis comme ça. J'aimerais qu'on commence cet entretien par parler de Servicea. Safa, tu travailles pour Servicea. Est-ce que tu peux nous présenter l'entreprise tout simplement ? Oui, donc bonjour. Servicea, c'est une entreprise adaptée qui a été créée en 2013 et qui embauche majoritairement et durablement des personnes en situation de handicap. Notre mission, c'est vraiment d'accompagner ces personnes en situation de handicap en leur trouvant un emploi durable, mais aussi en définissant avec eux leur projet professionnel, les accompagner pour au final avoir des compétences qui leur permettent soit une évolution en interne ou partir vers d'autres horizons chez d'autres employeurs. Il y a tout un processus d'accompagnement dont on aura l'occasion de reparler Exactement. Tout à l'heure. Pour quelles entreprises est-ce que vous travaillez ? Pour Hello Work, dont Jérôme est le président, mais pas que. Mais pas que. On travaille avec la SNCF, avec Orange, avec Digital Campus, avec Exatel, plusieurs entreprises. Rennaises. Voilà, grosses entreprises rennaises, mais pas que, parce qu'avec la SNCF, on travaille à l'échelle régionale, donc pour toute la Bretagne. Et vous n'assurez pas que des prestations d'entretien ? Non, on a d'autres activités à côté. Donc on fait de la polymaintenance, on fait de la construction et de la déconstruction de lignes téléphoniques pour Orange et on fait également des travaux administratifs. Et alors Jérôme, vous êtes donc président de Hello Work. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Hello Work ? Tout à fait. Bonjour. Hello Work, c'est une société qui met en relation des candidats et des recruteurs. Donc on est une plateforme d'offres d'emploi à destination de l'ensemble des Français. Et alors pourquoi avoir fait appel à Servicea ? Alors pour nous, le point le plus important, c'est la qualité de service. C'est-à-dire qu'on soit content du travail effectué et surtout qu'il corresponde à nos attentes. Et dans une année comme cette année, ça n'a pas été une chose simple parce que les protocoles sanitaires ayant évolué d'une manière très régulière, mais les attentes des employeurs et les nôtres ont évolué énormément. Et donc c'est important pour nous que déjà une société puisse s'adapter à chaque fois en bonne intelligence avec la vie de l'entreprise. La deuxième raison, c'était de faire fonctionner une entreprise rennaise aussi. Oui, c'est bien sûr important pour nous. On est une PME, nous aussi. Hello Work, c'est 300 personnes à l'échelon national, c'est 200 personnes ici sur le site de Rennes. Et c'est d'ailleurs notre siège ici à Rennes. Et c'est important pour nous de faire travailler aussi une entreprise du territoire. Donc c'était important pour nous que Servicea soit basé dans la métropole rennaise. Et rapidement, c'était aussi parce que vous partagez les mêmes valeurs ? Alors c'est sûr que c'est important pour nous aussi que Servicea soit une société adaptée parce que ça donne encore plus de sens à notre choix de travailler ensemble. Bon, vous savez ce qu'on va faire ? On va continuer à en parler tous ensemble. On va aussi aller rencontrer Stéphanie qui travaille pour Servicea. D'ailleurs, je propose qu'on soit sympa, on lui ramène une petite boîte de bonbons et un café, ça va ? Avec plaisir. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Sauf s'il n'y a plus de bonbons d'ici. Bonne pause goûter à tous. Allez, on va continuer à parler de l'emploi des personnes handicapées, mais on fait une petite pause. Place à la minute du télétravailleur. C'est aujourd'hui Georgie Bluto qui est avec nous. Bonjour Georgie. Oui, bonjour. Alors comment ça se passe pour vous le télétravail ? Écoutez, bonjour. Aujourd'hui, moi, je télétravaille depuis le début du confinement. Ça a été le cas aussi lors du premier confinement. Pour moi, ça se passe très bien.
En fait, on est tous logés à la même enseigne, donc j'estime qu'à partir du moment où on a pris le virage d'installer ces outils à la maison, de toute façon, le travail reste identique. Et voilà, moi je trouve que ça se passe bien. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre cadre de travail? Où est-ce que vous vous êtes installé pour travailler sereinement? Alors là, aujourd'hui, je suis installée dans mon salon cuisine, mais j'ai aussi un bureau à l'étage, donc c'est vrai que j'ai cette chance puisqu'on est plusieurs à travailler de la maison, mon mari, j'ai ma fille aussi qui partiellement va à l'école, mais du coup travaille pas mal depuis la maison. Et du coup, on a cette chance de pouvoir en fait chacun s'isoler de son côté. C'est un grand privilège en effet. Mais du coup, je me sens presque mieux dans mon cadre personnel aujourd'hui qu'au bureau quand on est 7 ou 8, quoi. Donc, Justement, moi, ça ne me pose aucun problème aujourd'hui. Justement, est-ce que vous avez l'impression d'être plus efficace à la maison qu'au bureau? Parfois, ça m'arrive de travailler davantage parce que du coup, il y a moins de pauses, il y a peut-être moins le lien social. Euh, Après, j'adapte aussi ma journée en fonction de ce que je peux avoir à la maison à faire. Mais comme de toute façon, je n'ai plus de temps de trajet, ça m'enlève presque 1 heure globalement sur ma journée. Et du coup, en effet, aujourd'hui, c'est une efficacité qui est du coup mise plus dans le travail, quoi. Faut pas que ça dure quand même trop longtemps, le télétravail. Vous serez contente de retourner au bureau? Oui, il y a des moments où en fait il y a des collègues qui peuvent manquer. C'est bien entendu le lien social ne peut pas être remplacé par un écran et par des visios. Mais de toute façon, aujourd'hui, mon travail, c'est de travailler à l'international et de toute façon, mes interlocuteurs sont loin. Donc de toute façon, dans l'ensemble de mon quotidien, au sein de mon travail, ça ne me change pas énormément. Le maître mot, c'est l'adaptation. Merci beaucoup, Georgie, d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Alors, je vous le disais, ce 19 novembre 2020, l'opération DUOD nous sensibilise tous à l'emploi des personnes handicapées. Avant d'entendre nos invités, regardez ces explications en chiffres et en images. Tu bosses, toi ? Je viens de trouver, mais ça a été dur. Aujourd'hui, on estime qu'en France, 5,7 millions de personnes en âge de travailler ont un handicap. La moitié bénéficie d'une reconnaissance administrative de leur handicap. L'insertion sur le marché du travail des personnes handicapées demeure difficile. Leur taux de chômage est près de 2 fois plus élevé que la moyenne. Signe encourageant, ce taux a tout de même baissé d'1 point, passant de 17% en 2018 à 16% en 2019. Pourtant, depuis 1987, les établissements du secteur privé de 20 salariés ou plus sont soumis à une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, OETH, à hauteur de 6% de leur effectif. Mais en 2016, 19% seulement des entreprises assujetties à cette obligation s'y conformaient. Autre difficulté, seuls 36% des demandeurs d'emploi en situation de handicap ont un niveau équivalent ou supérieur au bac, contre 53% pour l'ensemble de la population. Pour sensibiliser à la question de leur insertion, une opération nationale baptisée DUOD a été instaurée. Elle permet d'associer pendant une journée un salarié avec une personne en situation de handicap. Et cette année, le DUOD a lieu le 19 novembre. Et nos invités ce matin pour en parler, Erwan Pitois, vous êtes le délégué régional Bretagne de l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées. Patrice Drevet, vous êtes avec nous à distance, vous êtes le cofondateur du festival Regards croisés. Gwenola Kommeruk, vous êtes chargée des relations partenariales à Pôle emploi. Et enfin, Yolène Delabine, tout à l'heure, vous nous raconterez une histoire de femmes, des femmes qui s'entraident la nuit. Absolument. À Rennes, à tout à l'heure. On vient de le voir, le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois supérieur à celui des valides. Comment on explique aujourd'hui un tel chiffre, Erwan Pitois ? Il y a plusieurs facteurs, bien évidemment. Il n'y a pas une seule raison. Il y a les raisons qui sont liées à la personne elle-même. C'est la sociologie du handicap aujourd'hui. Les personnes en situation de handicap qui recherchent de l'emploi ont aujourd'hui plus de 50 ans pour 50% des personnes qui, en tout cas, composent l'effectif. Elles ont des niveaux de qualification bien inférieurs à une personne dite non handicapée. On a 60% des personnes en situation de handicap qui n'ont pas le bac aujourd'hui, donc c'est compliqué aussi, surtout dans une société de plus en plus complexe pour les travaux qui sont proposés et les emplois qui sont proposés. C'est difficile finalement de créer l'adéquation entre la compétence, le potentiel et l'exigence finalement de l'emploi. Et puis on a des personnes également qui sont dans des situations de vie qui les éloignent géographiquement aussi des bassins d'emploi, donc ça crée des problèmes de mobilité, d'accessibilité à l'emploi lui-même. Mais c'est un chiffre qui tend à baisser quand même ?
Non, alors vers à moitié plein, on dirait que l'emploi aujourd'hui en fait a même eu tendance à régresser un petit peu concernant les personnes en situation de handicap. En tout cas pour les chiffres qui vont jusqu'à juin 2020, on a même une décrue, moins 3% sur cette catégorie en fait de personnes. À souligner que pendant cette même période, la France perd 700 000 emplois. Voilà. C'est lié au contexte économique aussi. Alors, pourquoi finalement il n'y a pas eu une augmentation si importante que ça jusqu'au mois de juin? Pour plein de raisons là aussi. C'est parce que des entreprises sont restées debout, notamment les entreprises adaptées. Elles ont su faire ce qu'elles font très bien d'habitude, c'est-à-dire ne pas se servir finalement de la personne en situation de handicap comme d'une variable d'ajustement d'une situation économique dégradée. Je crois aussi que beaucoup d'employeurs ont été responsables et ont répondu à l'appel aussi de la société, des politiques. Et puis les acteurs sur les territoires ont extrêmement bien agi, la GFIP, Pôle emploi, Cap emploi, enfin tous les acteurs qu'on connaît, qui ont su faire l'amortisseur pour éviter effectivement que ces personnes-là perdent leur emploi dans une crise sanitaire dont on connaît effectivement justement, Gonella Goumarec, vous êtes en charge du DOD au sein de Pôle emploi. Oui. C'est un dispositif qui est quand même assez récent. C'est une opération qui marche? Ah oui, elle marche là. Pour Pôle emploi, c'est la deuxième année qu'on l'a conduit. Toutes les agences aujourd'hui mettent en place un DOD, mais pas que seulement les agences, la direction régionale, la direction départementale. C'est quoi le but, clairement, de cette journée? Le but, c'est de créer un duo. Alors, c'est vraiment simple, c'est créer un duo, un temps d'échange avec la personne sur nos métiers à Pôle emploi, nos organisations. L'accompagner elle aussi dans son parcours, parce que c'est aussi des demandeurs d'emploi. Et c'est une journée qui peut changer la donne, vous pensez? Oui, par exemple l'année dernière on a accueilli une personne en DOD à Landerneau. Et cette année on l'embauche là pour un CDD de 18 mois. Elle a obtenu un contrat suite à une journée au DOD. Patrice Devray, je m'adresse à vous. Alors vous, votre festival, il sensibilise depuis plus de 10 ans à cette question de l'emploi des personnes handicapées. En une décennie, quelles sont les avancées majeures que vous notez? Avant tout, une meilleure compréhension, une évolution du regard des recruteurs, des chefs d'entreprise vis-à-vis du handicap, parce qu'il y avait cette espèce de cliché handicap égale fauteuil. Comment je vais faire moi après dans mon entreprise et tout, alors que 80% des personnes en situation de handicap, ça ne se voit pas. Donc ça a été important. On a fait ce qu'on savait faire avec l'association L'Hippocampe, dont la présidente Mireille Malo est à l'origine de l'inclusion des jeunes en milieu ordinaire scolaire. Et ça me ramène d'ailleurs tout de suite à parler de la formation des personnes en situation de handicap. Je suis d'accord avec la personne qui vient de s'exprimer. Un chef d'entreprise, avant tout, ce qu'il recherche, c'est une compétence et un comportement. Et on s'est bien rendu compte, avec Regard Croisé, puis avec ce job dating qu'on a mis en place l'année dernière dans le cadre du festival Regard Croisé de Saint-Malo. Le job dating, ça a quand même permis en 2019 à 13 personnes, mais vraiment de trouver un emploi, et en CDI en plus, en CDI. Et là, on va refaire ce job dating au début de l'année prochaine. Mais justement, ce job dating, il a super bien fonctionné. Qu'est-ce qui bloque au quotidien? Pourquoi on ne pourrait pas reproduire ce que vous avez fait dans le commun des mortels et pas dans un lieu spécifique? Je connais un tout petit peu le marché de l'emploi. Ce qui bloque, c'est la communication. Combien de fois, avant de m'occuper de Regard Croisé, qu'on a créé avec Mireille Malo, j'avais un festival à Pézenas sur les métiers. Et on s'est rendu compte qu'un chef d'entreprise cherchait un jeune avec telle formation, et que 2 kilomètres plus loin, vous aviez un jeune avec cette formation-là et qui cherchait une entreprise. Et on ne sait pas pourquoi il n'y avait rien entre les deux. Et alors donc, il y a la communication, c'est important. Il y a le regard. Moi, j'ai appelé le festival Regard Croisé parce qu'il faut le croiser, le regard. Et là, on comprend tout. La peur qu'on peut avoir, que les recruteurs, les chefs d'entreprise peuvent avoir, mais ça évolue. Et si on a, nous, ressenti quelque chose depuis qu'on a créé ce festival, c'est la façon dont les entreprises accueillent maintenant beaucoup mieux les personnes en situation de handicap. Il y a une catégorie communication d'entreprise dans notre festival. Et là, les entreprises
nous sortent des petits bijoux, des petits courts-métrages extraordinaires qui rentrent en compétition avec les autres courts-métrages réalisés par des personnes en situation de handicap sur leur milieu professionnel. Voilà, c'est ça Regard Croisé, c'est ça notre action. Okay. Le regard change, mais quand même dans la réalité, ça reste compliqué. Alors tout employeur d'au moins 20 salariés doit employer des personnes en situation de handicap, soit 6% de l'effectif total. Le compte n'y est pas. Comment on explique ce chiffre ? Comment on rassure les employeurs pour qu'ils puissent aujourd'hui embaucher des personnes handicapées ? Justement, je pense qu'il ne faut pas chercher à les rassurer parce que ça fait appel à une peur qu'ils n'ont pas. Un employeur n'a pas peur d'employer. Un employeur, c'est son métier, c'est d'employer. Tant qu'il pourra le faire, il le fera. En fonction de son marché, il le fera. Mais est-ce qu'il ne choisit pas la facilité entre une personne valide et une personne en situation de handicap ? Je crois sincèrement pas du tout. Un employeur, et j'en suis un, de toute façon, je recrute en fonction finalement d'un poste ou d'un marché et des compétences qui sont en face ou pas. Et je regarde bien la personne, ce qu'elle porte, en potentiel ou en compétence, et je fais l'adéquation entre les deux. Et je pense que c'est l'ignorance qu'en fait un peu l'ennemi de l'emploi des personnes en situation de handicap. Les employeurs, bien souvent, ne connaissent pas du tout les moyens à employer pour pouvoir faire en sorte que la personne trouve finalement une adéquation entre le poste et ses potentiels ou ses compétences. Et là, moi j'ai juste pointé une chose, la plupart du temps, on est sur des systèmes normés dans le recrutement où la personne doit rentrer dans une case. En fait, lorsqu'on parle d'une personne en situation de handicap, il faut réinterroger la case pour que la personne puisse y rentrer. C'est complètement différent. Et donc, je vais vous dire que la personne porte effectivement des altérations, physiques ou sensorielles la concernant, mais elle est aussi victime d'une situation qu'on n'adapte pas suffisamment, qu'on ne considère pas suffisamment. Et que si on était capable de l'adapter, cette situation, la personne ferait complètement disparaître, rendrait invisible son handicap et serait plus qu'à exprimer in fine ses compétences. Et l'employeur a besoin en fait de connaître tous ces moyens qui vont permettre de considérer la situation, de trouver des moyens de la gommer ou de l'adapter pour qu'en fait le handicap soit invisible et qu'il n'y ait plus que les compétences à s'exprimer, je viens de le dire. Vous partagez l'avis Oui, je partage. Par exemple, je pense à un atelier là qu'on conduit aujourd'hui dans une agence pour amener les personnes à parler handicap, mais surtout à en faire un levier. Parce que ça aussi, ça commence aussi par la personne elle-même aussi, de la convaincre d'en faire un levier et d'en échanger avec l'entreprise différemment. Et justement, c'est ça, il faut aussi sensibiliser sur ces handicaps dits invisibles, parce que 80% des personnes qui sont atteintes d'un handicap, il est invisible. Écoutez, moi j'ai des personnes qui ne savent pas lire, pas écrire. Ces personnes-là, effectivement, si vous ne les mettez pas en confiance par rapport à leur altération, il n'y a plus que la honte qui s'exprime et elles vont même parfois refuser d'aller vers un emploi. Si elles ont affaire à un employeur qui gère la situation, qui dit finalement ne pas savoir lire et écrire par rapport à l'emploi que je propose, est-ce que c'est vraiment quelque chose de rédhibitoire ou est-ce que si j'adapte la situation, la personne va pouvoir prendre confiance et s'adapter et moi avec elle. Exemple, je vais donc plutôt que m'évertuer à lui pointer l'idée de ma norme à moi, qui est la lecture et l'écriture, pour comprendre la tâche qui est à effectuer, j'ai raisonné peut-être par le dessin, par l'interprétation, par l'accompagnement plus. Et donc, à ce moment-là, finalement, la situation est complètement adaptée à la personne et les deux n'ont plus à exprimer que finalement la relation entre l'emploi et les compétences. Et ça marche. Ça marche. C'est un tout petit exemple, mais j'en ai plein comme ça. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Monsieur Drevet, je m'adresse à vous à nouveau. Vous, pendant votre festival, vous projetez des films. C'est aussi une manière pour les personnes handicapées de prendre la parole, d'oser exprimer aussi ce qu'elles traversent dans leur vie. Et ça, c'est aussi très important. On n'entend pas assez aujourd'hui les personnes atteintes de handicap. C'est ce qui fait le succès de Regard Croisé à Saint-Malo tous les ans. C'est la participation de plusieurs centaines d'ESAT en France, partout en France, et qui, à travers leurs courts-métrages, s'expriment et ce sont eux qui s'expriment. Ils existent et là, ils montrent exactement quelles sont leurs conditions de travail. Et puis, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a cette diversité de métiers que l'on retrouve d'ailleurs dans notre job dating. Ce ne sont pas seulement les espaces verts et la lingerie. Il y a pour les ESAT aujourd'hui aussi des formations et des métiers qui sont vraiment intéressants. Et le résultat d'ailleurs qui nous a vraiment fait plaisir, c'est qu'il y a un ESAT qui a créé un secteur audiovisuel et qui maintenant professionnellement produit des films. Donc il y a un ESAT en France, dans l'est de la France, avec des monteurs, des réalisateurs, des acteurs. Et ça pour nous c'est une immense fierté, c'est un résultat concret du festival Regard Croisé.
en plus de cette façon dont on a réussi à intéresser les chefs d'entreprise, tout d'abord du Languedoc-Roussillon, puisque nous étions installés à Nîmes avant, et en Bretagne aujourd'hui, où nous sommes vraiment soutenus et par la mairie et par les entreprises locales, et ça permet d'aller plus loin, et puis du concret. On ne veut pas nous être des vendeurs d'espoir ou des vendeurs de rêves. Je vous parlais des CDI signés l'année dernière. Eh bien, je pense que le job dating qu'on va reporter au début de l'année prochaine, il y aura aussi encore des dizaines d'emplois signés concrets. Alors on parle évidemment d'emploi, mais il faut savoir aussi que dans tous les aspects de la vie quotidienne, les personnes handicapées doivent faire face à des obstacles. Je pense notamment au déplacement, à l'accessibilité des immeubles. Ça aussi, c'est un frein pour l'emploi. Oui, c'est la question qu'on a posée tout à l'heure dans les freins et à l'accès à l'emploi. Effectivement, il y a la situation de la personne. Ouais. C'est bien ça dont il faut le plus souvent parler. C'est regarder finalement quelles sont ces actions à mener pour effectivement gommer ces freins-là. Et vous avez raison de le dire. J'ai parlé de l'implantation géographique tout à l'heure. Ouais. La plupart du temps, quand vous avez des personnes peu qualifiées, qui sont peu accessibles à l'emploi, elles ont elles-mêmes un accès au logement qui est plutôt deuxième, troisième, quatrième couronne par rapport à une métropole qui, elle, est un petit peu le lieu où se trouve finalement l'emploi. Donc là, c'est compliqué pour elle, effectivement. Ouais. Et là, écoutez, il y a tous les moyens qui peuvent être mis en place et effectivement pour raccourcir le lien. Et justement, à Pôle emploi, comment vous faites pour accompagner, pour casser ces barrières de l'accessibilité, même ne serait-ce qu'aller sur le site de Pôle emploi, par exemple? C'est vrai qu'on est le premier service public ouvert vraiment pour les personnes en situation de handicap. On a mis en place des dispositifs, par exemple une bande à induction magnétique pour les personnes malentendantes, pour les personnes malvoyantes également. Donc on est aujourd'hui 100% accessible pour toute personne. C'est un engagement aussi de service public d'être ouvert comme ça pour... Un dernier petit message pour ceux qui nous regardent. Il nous reste 20 secondes, Erwan Pitois. Moi, je crois qu'il faut aussi que notre société prenne la décision de former les gens, non pas quand il est trop tard, c'est-à-dire on forme toujours les managers quand ils sont en poste. On doit former finalement ceux qui vont devenir managers demain. Ça, c'est un point extrêmement important. Et puis je crois aussi qu'il faut regarder le handicap non pas comme étant une altération sensorielle ou physique, mais comme une situation que tout à chacun peut prendre en charge pour pouvoir engommer justement tous les effets négatifs et en faire finalement quelque chose de valeur ajoutée. Et une entreprise, c'est mon mot de la fin, doit comprendre que dans une situation de plein emploi qui va revenir après la crise, l'emploi d'une personne en situation de handicap est un facteur d'attractivité pour son entreprise demain aussi. Ça fera sens pour tout le monde. Je crois que Patrice Devray est d'accord avec vous. Merci Patrice d'avoir été avec nous. Je suis désolée, le temps est écoulé. On part retrouver dès à présent Evan. Ah, vous vouliez dire quelque chose avant de nous quitter? Je vous en prie. Oui, juste un petit clin d'œil comme ça. En ce moment, il y a un navigateur solitaire dans le Vendée Globe qui est 11e. C'est Damien Seguin et il est né sans bras gauche, sans main gauche. Et voilà, c'est ça aussi. Le handicap. Merci beaucoup Patrice Drevet d'avoir été avec nous. Je vous propose maintenant d'aller retrouver Evan. Oui, alors Erwan, on vous a écouté parler avec Stéphanie, avec Safa, puisque vous êtes directeur de Servicea et que toutes les deux vous êtes collaboratrices. Donc on vous fait un coucou, on pense à vous voilà, pendant le café. Stéphanie, tu fais partie des 60 salariés de Servicea du pôle propreté, on va dire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes missions ? Je suis chef d'équipe œuvrante. En fait, j'encadre les salariés sur site, je les mets en place, je fais en sorte qu'ils soient bien en fait pour effectuer leur travail. Donc tu travailles principalement chez Hello Work, là où on est actuellement. Oui. C'est combien de salariés qui travaillent ici dans ton équipe du coup ? 3. 3 ? Ouais, 2 le matin et une personne l'après-midi. Et alors, est-ce que tu as toujours fait ça ? Ça fait combien de temps que tu es chef d'équipe ? Depuis 2013. Et alors, c'est... Non, chef d'équipe, non. J'ai commencé en 2013 en tant qu'agent d'entretien et j'ai passé mon CQP chef d'équipe par la suite. Parce que ça c'est ça aussi la force de Servicea, c'est que vous proposez un accompagnement pour vos salariés. Exactement, c'est l'une de nos missions. Donc, c'est d'accompagner chaque salarié individuellement par le biais de la formation, soit interne, soit externe, pour monter en compétences et donc acquérir un nouveau poste au sein de l'entreprise, tel l'exemple de Stéphanie, donc qui a intégré Servicea en tant qu'agent d'entretien classique et qui aujourd'hui est chef d'équipe. Et alors, un CQP, certificat de qualification professionnelle, ça se passe en combien de temps et sous quelle forme ? Ça se passe en 8 mois et il y a des cours théoriques et de la pratique. D'accord.
Et alors, est-ce que toi, tu te verrais encore évoluer? Est-ce qu'il y a d'autres perspectives d'évolution, d'autres CQP à passer? Vous pouvez répondre toutes les deux d'ailleurs. Oui, bien évidemment, elle pourra tout à fait évoluer vers d'autres postes au sein de Service A. Pourquoi pas donc, dans la formation, former les équipes sur le terrain, mais pas que, aussi les former au sein de notre agence Service A, donc, pour que les agents montent en compétences et puissent atteindre donc, l'objectif et la qualité attendue par nos clients. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier, toi Stéphanie? C'est aider et former. Qu'est-ce que tu aimerais passer comme message aux gens qui nous regardent par rapport à ton métier, justement? Que les personnes en situation de handicap, justement, on a l'impression qu'elles veulent montrer qu'elles sont capables de faire, et elles font aussi bien, si c'est pas mieux, niveau qualité sur leur travail. Et alors, dans ton métier, est-ce que tu travailles en horaire décalé? Non. Non, du tout. Donc ça permet de vraiment avoir du lien aussi avec l'entreprise. Avec les clients, ouais. Et ça, c'est plutôt sympa. Oui. Moi, je me souviens, je raconte ma vie, mais quand j'étais salarié avant, c'est vrai que le personnel d'entretien passait le matin, donc du coup, on n'avait aucun lien. C'est vrai, ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous mettez un point d'honneur chez Service A. Oui, on essaie de travailler particulièrement sur ce point-là pour que les prestations soient faites en horaire de journée, pour que nos salariés donc, rencontrent les salariés des clients et que ce lien-là se crée petit à petit. Et puis, ça permet aussi à nos salariés d'avoir une vie familiale. C'est vrai. Ouais. Pour qu'ils puissent, par exemple, aller chercher les enfants à l'école, les déposer et pouvoir donc avoir une vie familiale et une vie professionnelle en étant agent d'entretien. Bon, vous savez, on parle, mais notre café il a refroidi, on va être obligé d'en sortir un autre pour la troisième séquence. Erwan, elles sont quand même top, vos collaboratrices, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas le droit de répondre, si. Bah si, vous pouvez répondre. Ouais, mais moi je le savais, vous le découvrez. Il a dit qu'il le savait et nous on le découvre. En tout cas, on est très content de le découvrir. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et on continue à parler emploi ce matin. Coup de projecteur sur le métier de factrice. C'est Sandy qui nous raconte son quotidien. Toc. Dernier. Hop, c'est bon. Hop. Je m'appelle Sandy Fichet, je suis factrice polyvalente depuis environ 1 an. Alors moi, j'ai commencé à travailler à 15 ans dans le monde équestre. À 25 ans, j'en ai eu un petit peu marre. Et du coup, je me suis inscrite dans une boîte d'intérim. Je voulais vraiment être en extérieur. Du coup, la boîte d'intérim a trouvé une mission à la Poste. Et depuis octobre 2019, je suis factrice polyvalente en CDI. Là, on va aller déposer les dépôts des facteurs. Et du coup, dès qu'ils arrivent à ce point-là sur leur tournée, hop, ils récupèrent le sac et ils chargent leur scooter. Ça évite de faire un aller-retour au dépôt pour aller chercher le reste du courrier. Et voilà. Au début, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout la ville. Je remercie énormément le GPS qui m'a énormément aidée. Mais aujourd'hui, je connais la ville par cœur et sur le bout des doigts, je connais tous les recoins et donc c'est assez pratique. Ils sont sympas de barrer les routes. Bon, on va faire tout le tour. Hein. Hop. On est tranquille, on peut s'organiser nous dans notre journée. Il n'y a personne qui va d'un coup venir et nous dire non, va faire ci, va faire ça. Là vraiment, nous on s'organise sur la journée, et on vit notre vie et c'est vraiment agréable. Président Kennedy, est-ce qu'à Kennedy j'ai quelque chose? J'ai rien. C'est très physique, ouais. On a les sacs de dépôt qui sont un petit peu lourds. C'est vrai qu'on les porte, on fait travailler les bras, donc ça c'est assez sympa. Quand on est sur notre scooter, et oui, on descend, on remonte, on marche. Pas besoin de faire de sport le soir. Pour être sûre, je sonne 2 fois. Bon, là, à mon avis, il n'y a personne, donc j'avise. Hop. Il ne faut surtout pas avoir peur de la météo. Même quand il fait 30-35 degrés, on va distribuer le courrier. Et l'hiver, bien sûr, on va passer nos journées sous la pluie ou sous la neige, des fois. Moi, pouvoir bouger, être à l'extérieur, voir du monde, pas rester assise dans un bureau enfermée entre 4 murs, c'est vraiment ce qui me plaît, donc je suis contente. Voilà pour le portrait de Sandy. Pour en savoir plus sur la profession de facteur, Jérôme Audurier nous a rejoint. Bonjour Jérôme, vous êtes conseiller Pôle emploi à Rennes. Alors les facteurs et les factrices sont les visages de la Poste et leurs missions sont nombreuses.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Eh bien, effectivement, le métier de facteur, on l'a vu dans son quotidien, il va être amené, dans un premier temps, à organiser toute sa tournée et effectivement à attribuer dans un ordre établi pour utiliser après le moyen de transport le plus adéquat pour effectuer la distribution de courrier. On l'a vu tout à l'heure, camionnette, scooter. Donc, dans ce cadre, il aura mission de veiller au respect également des distributions de courrier. Mais aussi à la bonne traçabilité pour les recommander, on l'a vu tout à l'heure également, au niveau des avis de passage, réexpédition, en cas d'erreur, destinateur, changement d'adresse, etc. Et quelles sont les formations qui existent pour exercer la profession ? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de parcours type vraiment pour devenir facteur. On voit ce métier est ouvert à tous à partir d'un niveau 3e ou CAP. Ce qu'il faut, c'est disposer du permis adéquat, permis B ou permis BSR, en fait, en fonction de l'offre aussi sur laquelle on va aller postuler par la suite. Et quelles sont les compétences requises en dehors du diplôme, entre guillemets ? Alors, effectivement, c'est ce que vous avez raison de souligner. Aujourd'hui, ce qu'on va chercher, ça va être des compétences autour du sens du contact, parce qu'effectivement, c'est un métier, vous êtes la vitrine de la poste, c'est le facteur, c'est vraiment le premier interlocuteur. Ça va être aussi le sens du service, travailler, et c'est ce qui était montré aussi en autonomie, savoir être ponctuel par tous les temps, du sérieux effectivement, et puis avoir un sens de l'orientation et une bonne condition physique, parce qu'il peut y avoir des portes de charge pour préparer ces tournées. Et quels sont les postes ? Combien de postes sont à pourvoir en Bretagne ? Jérôme ? Alors, en poste à pourvoir en Bretagne, aujourd'hui, il y a une trentaine de postes à pourvoir dès à présent sur le site de Pôle emploi.fr, mais également, et c'est ça qu'il faut souligner, c'est que face au boom du e-commerce en cette période de Noël, le poste du métier de facteur recrute. On a 9000 CDD et intérimaires qui vont être recrutés là prochainement, justement pour faire face à l'afflux des colis, parce que la Poste estime à près de 100 millions de colis qui seront à livrer en cette période de fin d'année, et ce qui représente près du double par rapport à 2019. Donc dans ce contexte sanitaire, aujourd'hui, on peut dire effectivement que le métier de la Poste présente une réelle opportunité pour un retour rapide à l'emploi. À noter 9000 postes en CDD ou intérim à la Poste pour Noël, c'est ça ? Exactement. Merci beaucoup Jérôme. Allez, un dernier conseil pour la route côté emploi. Quelles sont les aides pour vos déplacements si vous cherchez un emploi ? La réponse avec Arthur Particose. Bonjour à toutes et à tous. Pour vous, mes conseils de chef d'entreprise. Recherche d'emploi ? Quelles sont les aides pour vos déplacements ? Un entretien d'embauche, une formation, un concours. S'il faut plus de 2 heures aller-retour pour vous y rendre, si cela se déroule à au moins 60 km aller-retour de chez vous, vous pouvez bénéficier de certaines aides. Il peut s'agir de remboursement de frais de déplacement, d'hébergement, de repas ou encore de bons SNCF. La condition, c'est d'être inscrit à Pôle emploi. C'est cet organisme qui jugera si votre situation particulière vous donne droit à ces aides. Elles peuvent aller jusqu'à 5 000 € annuels. Et si vous reprenez un emploi, vos frais pourront encore être pris en charge pendant 1 mois. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance. Et attention, un Pôle emploi veille au grain. Place maintenant notre belle histoire du jour, Yolène. Une histoire solidaire qui parle d'entraide. Absolument, sur la sécurité, parce que bon, les sifflements, c'est à vous tout ça. Vous habitez chez vos parents, vous avez dû vivre ça. Évidemment, voilà. Malheureusement. Donc il y a une jeune auxiliaire de vie chez des personnes en situation de handicap, justement, Adélaïde Oley, qui a eu l'idée à la fin de l'été, là, sur Rennes, de créer un groupe d'entraide sur Facebook qui s'appelle Safe Walk Woman Rennes, ça veut dire marche en sécurité pour les femmes sur Rennes. Le succès, c'est ça qui est incroyable, c'est que le succès a été délirant. 600 inscrits en 3 jours, et là ils sont à 4500 inscrits et quasiment 2000 en attente, quoi. Ce qui prouve quand même qu'il y a un créneau. Est-ce que l'insécurité elle est en hausse à Rennes ? Hélas, oui. Alors à Rennes, depuis 3-4 ans, pas mal de femmes s'en plaignent, et puis surtout c'est vraiment un réseau qui existe déjà en Corse, à Montpellier, Lyon, Marseille, donc ça prouve quand même qu'il y a un vrai souci. Et ce que je trouve intéressant, c'est que d'après les études et les spécialistes, en fait, ça viendrait de l'école. Dans la cour de récré, en fait, maintenant, depuis quelques années, on met le terrain de foot. Donc, les garçons sont sportifs, vigoureux, ils occupent toute la place. Et du coup, les filles, elles sont dans un coin. On leur apprend un peu à être sages, etc. Et du coup, ça véhicule l'idée que l'espace public, ça appartient un peu aux garçons. Et quand ils grandissent et qu'ils voient une fille comme ça qui se balade toute seule à 11h30, quelque part, il y a un truc qui ne va pas. Donc, en fait, il y a pas mal d'initiatives, notamment dans les écoles. Maintenant, on arrête le terrain de foot au milieu, on le met dans un coin. Et on se débrouille pour que les filles et les garçons partagent l'espace public ensemble, et puis des associations comme celle-là.
Comment ça fonctionne alors? Alors, vous allez sur Discord ou sur Facebook, vous vous inscrivez. Ils essayent de voir avec des modérateurs, parce qu'il y a déjà des garçons qui se sont inscrits pour savoir quand est-ce que les filles sortaient. C'est quand même incroyable. Quand même dingue, donc, on essaye de faire des enquêtes, etc. Puis après, vous mettez un message. Voilà, je pars à telle heure, de tel endroit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, s'il y a quelqu'un, tant mieux. S'il n'y a personne, il y a des modérateurs. Formidable pour la solidarité quand même. C'est des hommes, des femmes de tous les âges qui viennent, soit qui viennent vous accompagner, soit s'ils ne peuvent pas, ils vous suivent en visio et comme ça, si jamais il y a un problème, ils appellent la police à côté. C'est un groupe qui a amené à se développer, hein, j'imagine. Alors, on l'espère. Ce qu'ils voudraient, c'est faire un réseau en fait dans toute la France, toujours basé sur la sécurité, mais aussi sur la solidarité. Et ils voudraient créer une application en février, une appli gratuite. Mais alors, c'est vachement compliqué parce qu'il faut travailler avec des avocats, la police. Enfin, c'est pas évident. Voilà. Et quel type de service pourrait-il proposer? Alors, il y a plein de sortes d'idées. Une des meilleures, par exemple, qui a commencé à Lyon, c'est les bus qui, à partir de 22h, s'arrêtent entre deux stations. Ce qui vous évite d'avoir 10 minutes de marche à pied à faire toute seule. Ou alors des taxis pas chers, tout simplement. Un jour, vous avez des taxis à 5 €, vous pouvez quand même vous offrir un taxi pour rentrer. Ou alors l'appareil, vous savez, dans les maisons de retraite, les vieilles personnes qui tombent tout le temps, elles ont un bracelet, elles appuient et on vient les chercher. Et on pourrait avoir ça, ou quand tout d'un coup, vous avez un peu peur, vous appuyez et ça donne sur le poste de police d'à côté qui vient. Ou alors les pédibus, vous connaissez pour les enfants? Oui, je connais bien, Voilà, on pourrait avoir la même chose. Donc un bénévole qui emmène toutes les femmes et comme ça, et tout en randonnion, ce qui pourrait être très gai, et tout le monde rentre ensemble. Est-ce que c'est le seul service de ce type à Rennes? Eh bien non, c'est là où on voit que depuis cet été, il y a quand même quelque chose. Parce que sur Instagram, vous avez une page qui s'appelle La Nuit on veille, où là, ce sont des témoignages. Et puis, il y a une application gratuite sur smartphone qui s'appelle Garde ton corps, où là, pareil, vous préenregistrez le nom d'un contact. Et si jamais il y a une angoisse, vous pouvez l'appeler tout de suite pour qu'il vienne vous aider. En conclusion, ce qu'il faudrait dire quand même de ce que disent les spécialistes et les féministes, c'est qu'il ne faut pas non plus que la rue devienne l'angoisse et que sortir, ça soit la peur, parce que c'est terrible, et pour les hommes et pour les femmes, etc. Donc l'idée, c'est d'apprendre quand même aux petits garçons dès l'école que l'espace public, ça se partage, et qu'une fille a le droit, comme les petits garçons, et plus tard de sortir, et puis qu'on réfléchisse à la ville, pour que la ville soit un lieu de joie, mais partagé. Donc il y a un petit peu de boulot. Où chaque quand même. femme se sente libre autant que les de hommes, se balader, autant que les hommes. Qu'on soit tous ensemble, mais c'est vrai joyeusement. qu'on n'agit pas de la même façon quand on est une femme ou quand on est un homme dans l'espace public. Vous êtes d'accord, Gwenola? Ouais, c'est vrai qu'on fait attention, on va peut-être pas regarder. On est toujours sur ses gardes quand même, malgré tout. C'est oui, fou, souvent c'est pas méchant de la part des garçons, c'est des réflexions, mais souvent ça peut déraper et ça fait flipper, quoi. Il faut être clair, quand vous êtes une jeune femme toute seule. Et qu'on s'approche un peu trop de votre corps, on a très peur en fait. Merci beaucoup Yolène de nous avoir présenté cette initiative. Et vous le savez, chaque jour on vous donne des idées pour vous engager près de chez vous. Voyez notre idée du jour. On ne sait plus où mettre tous ces bouquins. Et si on crée une boîte à livres dans la rue? Une boîte à livres est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter des livres gratuitement. Une initiative solidaire, culturelle et très conviviale. N'importe qui peut créer une boîte à livres. Bibliothèque bricolée ou achetée toute neuve, cabine téléphonique recyclée, tout est possible. C'est mieux si c'est robuste, étanche et si ça laisse les livres visibles. On l'installe dans l'espace public, de préférence là où il y a du passage, avec bien sûr l'accord de la mairie. On écrit la règle de son utilisation, chacun peut librement déposer ou emprunter un livre, on veille à son entretien, et voilà. Muriel s'occupe avec plaisir d'une boîte à livres placée devant le centre social de son quartier. Pourquoi devant le centre social? Tout simplement parce que c'est vraiment un lieu de passage toute génération. On va voir aussi bien des personnes âgées que des enfants, des parents, des familles complètes qui se réunissent des fois autour de la boîte pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans et voir s'ils peuvent trouver leur bonheur ou alors eux-mêmes l'y apporter. Donc j'espère que vous aurez autant de bonheur que nous à aller farfouiller dedans et puis bonne journée. Créer des boîtes à livres dans l'espace public, le recyclage convivial et qui cultive. On ne s'en lasse pas. Allez, je vous propose maintenant d'aller voir Evan qui est aujourd'hui dans la société Hello Work. Exactement, et c'est super fun ici, on peut s'asseoir sur un ballon. On a troqué la salle de pause pour la salle de réunion, histoire d'avoir l'air d'être un peu plus en train de travailler. Je suis toujours avec Safa et Stéphanie de Servicea. Safa, chez Servicea, vous recrutez sans cesse de nouvelles personnes pour venir renforcer vos équipes de propreté notamment.
Effectivement, on recrute tout le long de l'année, mais on a plus des pics de recrutement pendant les vacances d'été et les fêtes de fin d'année dues au congé de nos salariés. Et alors, il faut le dire, vous ne recrutez pas que des personnes en situation de handicap. Non, on recrute des personnes en situation de handicap, mais d'autres personnes, comme on peut aussi recruter des étudiants en période un peu où il y a besoin de main-d'œuvre. Voilà, où il y a besoin de main-d'œuvre. Et ce qui fait vraiment la différence chez vous, en tout cas en t'entendant parler, c'est l'impression que ça donne, c'est qu'il y a un vrai accompagnement derrière, et Stéphanie, tu peux peut-être le confirmer, pour aider au maximum chaque salarié à progresser. Comment vous faites justement pour avoir cet accompagnement fort derrière ? Il y a plusieurs échelons dans l'entreprise, donc ça commence par le chef d'équipe qui est tout le temps sur le terrain et qui accompagne les salariés tous les jours. Le chef d'équipe, c'est toi, Stéphanie ? Stéphanie, voilà, mais pas que, il y en a 3 autres qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Ensuite, donc, il y a aussi moi-même, le manager et la responsable propreté qui est en lien direct avec les salariés et donc pour les former, les encadrer et apporter des solutions au-delà du travail, aussi pour les accompagner dans la vie quotidienne. Ensuite, donc, il y a tout un service RH où il y a une responsable de suivi socio-professionnel et qui aussi accompagne ces personnes pour leur permettre d'être épanouies au travail, mais de résoudre tous les petits problèmes à côté. Et aussi, il y a la partie formation pour leur permettre de monter en compétences et d'évoluer dans la partie professionnelle. Super, vous vous ennuyez pas. Stéphanie, qu'est-ce que le Covid a changé dans les tâches dans tes tâches et celles de ton équipe ? J'ai dû du coup aller sur les sites pour former les salariés à la désinfection, entre autres de points de contact. Et nous, les chefs d'équipe, on s'est formés aussi pour la désinfection par voie aérienne des pièces avec des machines. Et puis il y a aussi j'imagine, un rôle de rassurer tes équipes. Oui, aussi, oui, beaucoup. Bon, Safa, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de travailler chez Servicea ? Ça a du sens, en tout cas, d'entreprise. Effectivement, ça a du sens parce qu'au-delà de ma formation initiale qui est de responsable qualité, sécurité, environnement, j'ai aussi cette particularité de travailler avec des personnes en situation de handicap et de pouvoir donc avoir une cause qui me permet de venir au travail tous les jours pour accompagner ces personnes et voir qu'aujourd'hui, une personne en situation de handicap a le droit d'aller au travail, elle a le droit de travailler, d'avoir un CDI et d'être acceptée par nos clients. Bon, ce sera le mot de la fin et c'est un super mot de la fin. J'ai été ravi de passer la matinée avec vous, mesdemoiselles. Erwan, franchement, je vous confirme, elles sont top. Vous pouvez leur donner une promotion. Allez, bonne journée à tous. Je crois qu'Evan va être recruté chez Servicea parce que là... Mais on ne fait aucune discrimination, mon cher Evan. Allez, merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Je ne sais pas ce que tu as vu, j'ai pas entendu. Je disais, je peux être votre recruteur officiel. Bon, vous allez négocier ça à la fin de l'émission. Je peux dire une chose ? C'est terminé, monsieur. Merci beaucoup. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà terminé. On se dit à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine sur France 3 Bretagne.